avant, messieurs, plantons tout d'abord le décor avec cette visite, l'idée annoncée du président français Emmanuel Macron du côté du Maroc. On ne comprend pas trop pourquoi, mais la visite, elle est qualifiée de visite d'État. Alors Macron au Maroc, Linda, pourquoi faire précisément? Écoutez, il faut d'abord comprendre que le Maroc est en interdépendance. Je le dis souvent, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens ne comprennent pas. Je ne parle pas de vous, hein. Beaucoup de gens ne comprennent pas la politique marocaine. En 1956, quand on a décidé de faire d'un sultan un roi, il était question aussi de rester attaché à la France. Donc le Maroc est rattaché à la France par les accords d'Aix-les-Bains. C'est quoi les accords d'Aix-les-Bains? Les accords d'Aix-les-Bains ne font pas du Maroc un pays libre ou un pays souverain. C'est un pays qui est en interdépendance, donc rattaché. C'était toujours un protectorat français. Et le Maroc, par sa politique, tout ce qui est politique extérieure, est toujours rattaché à la France. Tout ce qui décide de la politique extérieure est rattaché à la France. Le Maroc ne peut pas prendre de décision quand il s'agit de ce qui est politique extérieure. Le Maroc ne peut pas prendre une décision tout seul. Il faut que le travail soit fait par la France et il faut que la France soit d'accord. Une fois qu'on a compris, qu'on a lu le traité d'Aix-les-Bains, là, on peut avancer. Le froid qu'il y avait entre le Maroc et la France, j'ai vu sur les réseaux pas mal de chaînes qui ont parlé de Macron qui avait choisi l'Algérie, maintenant il sera... Ben non, c'est faux tout ça. La relation qu'il y a avec l'Algérie, c'est une chose. La relation qu'il y a avec le Maroc, c'est autre chose. Il faut remonter à il y a 3 ans, même si Linda, nous ne pouvons pas ignorer... plus de 3 ans. Linda, même si nous ne pouvons pas ignorer les tensions enregistrées ces derniers mois, nous nous souvenons d'ailleurs que le président Abdelmadjid Tebboune, par exemple, avait annulé finalement sa visite qu'il devait jusqu'ici effectuer du côté de la France. Du coup, certains voient ce déplacement d'Emmanuel Macron comme étant peut-être un pied de nez qu'il tenterait de faire aujourd'hui à l'Algérie et que finalement... Dans ce contexte sous-régional, géopolitique particulièrement tendu, Paris a choisi son camp et c'est clairement le royaume chérifien. C'est pas vrai. Si vous me laissez finir, vous allez comprendre. Il y a 3 ans et demi, il y a eu un scandale, ce qu'on appelle l'affaire Pegasus. Le Maroc a espionné Macron. Ça va faire 4 ans bientôt. Donc, l'affaire Pegasus a fait que c'est la France carrément qui s'est détournée du Maroc par rapport à cet espionnage. Ce n'est pas la relation Macron-Maroc. C'est faux, je vais vous envoyer ce qu'il faut concernant ce dossier, mais il y a eu l'histoire de l'espionnage. Le Maroc profitait de ce programme pour espionner la France, donc espionner Macron et même quelques journalistes, tout ça. Il y a eu beaucoup d'Africains qui ont été touchés par ce programme. Et Israël, quand Israël vous vend ce programme, elle garde une copie de ce qui a été espionné. Donc, si Macron s'est détourné du Maroc, c'est pas par rapport à l'Algérie, c'est par rapport au problème d'espionnage qu'il y a eu contre lui et contre son gouvernement. Maintenant, s'il y a un froid par rapport à l'Algérie, ça n'a rien à voir avec la relation entre le Maroc et la France. Ce sont 2 dossiers bien différents. Les relations avec l'Algérie, c'est une chose, les relations avec le Maroc, c'est autre chose. La France a toujours un pied au Maroc. Je vous ai expliqué, il y a le traité d'Aix-les-Bains qui rend le Maroc toujours protectorat français. Donc les États-Unis, aujourd'hui, il y a une guerre hybride contre la France pour sortir justement les Français du continent africain. Et pour ouvrir le précaré. Il n'y a pas que les Russes qui sont présents en Afrique et qui essayent de faire de l'ombre aux Français. Il y a les Américains également. Les Américains sont impliqués dans le programme Pegasus. Pourquoi on a choisi le Maroc et pourquoi on a choisi ce programme? Il y a une dizaine d'années, on a découvert que la CIA
était impliqué dans l'espionnage de Angela Merkel. Donc il y a eu ce scandale. À partir de ce moment-là, les Américains, ils ont leurs vassaux, ils ont commencé à travailler avec Israël et le Maroc. Donc on a missionné le Maroc pour un petit peu espionner même l'Union européenne. Il y a le scandale Maroc Gate aussi, qui est lié au programme Pegasus et à l'espionnage. Ils ont espionné le Premier ministre espagnol. Mais Macron, en tant que président de la France, c'était quand même énorme. Donc c'est là où la France a un petit peu reculé, mais il existe en France un lobby qui est israélo-marocain, qui est très puissant en Israël, mais puissant aussi en France, qui a toujours boycotté les relations entre la France et l'Algérie et qui a toujours privilégié les rapports entre la France et le Maroc, sachant encore une fois, j'insiste dessus, que le Maroc est toujours sous protectorat par le traité d'Aix-les-Bains jusqu'en 2056. Donc aujourd'hui, Macron a perdu le Sahel, la France a perdu sa présence en Afrique, elle a été très affaiblie et en ce moment, on voit bien que le monde le monde multipolaire est en train de se dessiner. Donc la France cherche sa place en Afrique. Elle veut se remettre en Afrique et se repositionner. Donc elle va choisir qui ? Elle va choisir le voyage vers ce pays qui est toujours sous protectorat. Et j'invite tout le monde à aller voir le traité d'Aix-les-Bains. On le trouve facilement sur Internet. Merci. Voilà. Merci à vous, Linda Larbaoui. Alors, Souleymane Hamzat, selon bien sûr la presse française aujourd'hui, Emmanuel Macron se rend du côté du Maroc sous fond de réconciliation, voire de réchauffement des relations de coopération. Mais est-ce que les aspects bilatéraux sont-ils suffisants pour justifier ce déplacement du président français, partant du fait que ces derniers mois, les relations ont clairement été tendues entre Rabat et Paris? Écoutez, déjà, merci pour la question. Il faut remonter à ce que vient de dire Mme Linda Larbaoui. Il ne faut pas occulter aussi facilement l'affaire Pegasus, qui est une affaire extrêmement grave, qui relève du renseignement, n'est-ce pas, et qui est lié à un logiciel qui est israélien. Le lien est fait. Il faut voir toute la courbe géopolitique qui a conduit à cela. En cela, je vais parler du Sahara occidental, lequel Sahara fait l'objet de discussions entre les deux États, à savoir le Maroc et l'Algérie, en termes de souveraineté. Et la France a tout récemment, Souleymane Hamzat, la France a tout récemment reconnu, entre autres, la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. C'était déjà des premiers signaux envoyés vers le royaume chérifien. Justement, j'en venais là pour vous dire que déjà, bien avant que la France ne reconnaisse, n'est-ce pas, le 20 octobre dernier, devant le Parlement, que la France ne reconnaisse le 30 juillet dernier à travers une lettre écrite du président Macron la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, mais il fallait bien refaire l'histoire. Et mieux que la France aujourd'hui pour dire, du point de vue de la documentation, à qui appartient le Sahara, je pense que la France aujourd'hui est mieux placée pour jouer ce jeu. Soit-il trouble ou vérité, Dieu seul sait, et nous ne savons pas comment nous devons attribuer à la France aujourd'hui, n'est-ce pas, ces velléités-là de prouver, n'est-ce pas, à la face du monde, la documentation légale qui prouve que effectivement le Sahara appartient au Maroc. Mais attention, il faut faire attention parce qu'il faut retourner à l'histoire. Il faut retourner à l'histoire en ce sens-là qu'il ne faut pas nier que la France détient assez de documents, n'est-ce pas? Parce qu'elle était là bien avant l'Espagne. Et c'était, si j'ai bonne mémoire, en 1830. Elle était bien là avant 1830. Donc, si tel est que la France y était en ce moment-là, il était question que le document...
il était question que, n'est-ce pas, excusez-moi, il était question que la France prenne un certain nombre de documentations. Il y avait un lot de documentation qui relevait de la France et qui prouvait sa présence, n'est-ce pas, sur le terrain. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que la lettre du 10 juillet, qui est confirmée par le roi chérifien lui-même, n'est-ce pas, devant l'Assemblée nationale, en termes de reconnaissance, je vous cite n'est-ce pas, son Altesse royale sérénissime, il dit « J'exprime ma profonde, n'est-ce pas, gratitude, n'est-ce pas, à la France, n'est-ce pas, qui reconnaît les faits. Que ce pays connaît, je veux dire, en fait, je lis un peu mal, mais c'est pas grave. En fait, il reconnaissait la reconnaissance de la France en ces termes-là, que la France non seulement détient des documents d'histoire, mais retenait que, voilà, que la France et la souveraineté du Sahara occidental appartenait, n'est-ce pas, au Maroc. Mais il faut faire là une clarification dans cette ambiguïté. Pour ceux qui connaissent la France, dans la manipulation, n'est-ce pas, documentale, on sait jusqu'à quel point ils sont prêts à y aller. Et la seconde nuance, elle est d'ordre politique. La politique, en ce sens, c'est là qu'aujourd'hui se dessine dans ce monde deux blocs. Le bloc de ceux qui sont restés, n'est-ce pas, dans la mondialisation, et ceux-là qui veulent un monde unipolaire, mais multipolaire. Donc, si aujourd'hui, vous voyez là, le Maroc moins présent dans presque tous les sommets, le Maroc est quasi absent, est dû, si vous me permettez un peu, à l'état de santé de son Altesse, ou est dû à une politique qui lui est personnelle, ben, la question reste à poser. Mais il faut s'interroger sur ce fait-là. Et il ne faut pas oublier, je vous ai parlé, Madame Darbaoui même vous a parlé de l'affaire Pegasus, qui non seulement a fait écouter le président Macron, mais le Premier ministre et le président de l'Assemblée. Donc c'est une affaire extrêmement grave, auquel, n'est-ce pas, la France a su jouer, n'est-ce pas, les mots d'ordre, parce que les relations étaient totalement rompues. Il y avait une grise mine entre, n'est-ce pas, le Maroc et la France. Ben, il était ici l'occasion pour le président français, de manière assez habile, non seulement de reconnaître la souveraineté du Maroc, n'est-ce pas, sur le Sahara occidental, et je vous affirme ici que la France n'est pas le seul État. Il y a l'Allemagne qui l'a reconnu, il y a l'Espagne et aussi les USA. Donc, ceci étant, c'est tout un conglomérat, vous voyez, de l'autre bloc, avec lequel, d'ailleurs, le Maroc entretient des relations particulières. Vous voyez comment, ces derniers temps-ci, le Maroc a été fortement armé, n'est-ce pas, du point de vue du renseignement, du point de vue de l'armement, du point de vue tactique, hélico, avion, etc., etc. Donc, là, une question se pose. Est-ce que le Maroc est en train de vouloir vraiment mettre pied dans le Sahara occidental? Tout porte à croire que oui. Est-ce que l'Algérie se laissera faire? Et quelle est, en définitive, n'est-ce pas, la réponse du Front Polisario? Ben, écoutez, l'avenir nous dira. Ouais, le Front Polisario, lui, est déterminé et réaffirme auprès de qui veut l'entendre d'ailleurs sa souveraineté sur son territoire. Merci à vous, Souleymane Hamzat. Voyage de réconciliation, mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, si on s'en tient aux aspects de la coopération bilatérale entre Rabat et Paris, on peut conclure d'entrée, avant même d'avoir l'essence même de cette visite en question, que des accords de coopération seront éventuellement signés durant, bien sûr, cette visite. On annonce même des contrats dans les secteurs de l'aérien, de la défense. Une éventuelle coopération entre la Royal Air Maroc et Airbus est annoncée, de possibles achats d'hélicoptères par la partie marocaine. Du côté de la France, on mise justement sur la vente d'équipements militaires pour Naval Group Airbus, hélicoptères entre autres, ainsi que l'extension de la ligne ferroviaire de grande vitesse Kenitra, Marrakech et surtout de grands projets d'infrastructures énergétiques au Sahara occidental, intéressants notamment pour le groupe français Engie. Adama Inassé, visite de réconciliation, de réchauffement, ou alors avez-vous l'impression qu'il y aurait, entre autres, un agenda caché derrière ce déplacement, cette visite qualifiée d'État du président français du côté du Maroc?
Merci pour la question et merci aux deux prédécesseurs déjà d'avoir évoqué certaines parties, surtout sur le plan économique de la relation entre la France et le Maroc. Mais nous, à notre niveau, nous pensons qu'il y a un agenda caché, surtout quand on prend cette visite-là sur deux autres volets différentes du volet économique. D'abord, si on veut voir un peu l'actualité, on verra qu'aujourd'hui, l'Algérie, qui peut-être entre-temps avait de petites collaborations sur la gestion du Nord Mali, est en train d'être invitée par les BRICS en tant que pays partenaire. Cela éloigne un peu la France qui tentait de mettre la main sur la RDC ou sur le Sahel d'une manière ou d'une autre. La France s'est trouvé un autre partenaire, comme ils ont dit, le Maroc, qui n'est pas totalement indépendant. Donc, pour ne pas perdre pied au niveau du Maghreb, le Maroc, la France va subtilement accepter ou subtilement affirmer la souveraineté du Maroc sur le Sahel occidental pour pouvoir quand même réchauffer les relations afin de maintenir toujours un pied au niveau du Maghreb. Deuxièmement, nous pensons également que vu qu'il y a eu un moment où le Maroc voulait quand même s'approcher de l'AES pour un certain type de partenariat, alors la France, en s'approchant du Maroc, cache un agenda qui cherche peut-être à toujours, comme d'habitude, sa fourberie et puis sa perfidie, essayer de passer par un autre État pour faire introduire les terroristes au niveau des frontières de l'AES. Donc nous nous méfions beaucoup par rapport à ces relations-là. Certes, il y a la question de OQTF marocain. Au niveau de la France, il y a le volet économique qui va beaucoup aider le Maroc. Mais contrairement à tout ce qui se passe, nous pensons qu'il y a un autre agenda qui se cache derrière cette rencontre-là pour trouver comment, en tout cas, toucher l'AES d'une manière ou d'une autre en passant par un autre canal. Surtout que la Libye, par où l'armement des terroristes passait par le port de Tripoli, la Libye essaie de fermer ses frontières. L'Algérie, qui va collaborer avec les BRICS, va essayer de voir avec la Russie comment aussi sécuriser l'autre partenaire qui est l'AES. Donc, il n'y a pas autre moyen de s'infiltrer au niveau de l'AES que par le Maroc. Et vous savez pertinemment que la France, en signant un accord, puisque je vois qu'il y a une question de lutte contre le trafic de drogue et aussi contre le terrorisme dans la bande sahélo-sahélienne, et la France qui s'engage à lutter contre un mal pertinemment, ce mal devient une gangrène. L'expérience nous a montré au Mali et dans d'autres pays, la présence militaire française dans un État pour lutter contre un mal, au contraire, le mal s'accentue. Donc pour nous, c'est un autre agenda caché, premièrement pour que la France et peut-être le bloc otanien ne permettent pas au Maghreb. Alors, nous avons malheureusement été coupés avec Adama Inassé. On va essayer de progresser, bien sûr, dans cet échange. Voir des stratégies pour pouvoir atteindre l'AES, par autant essayer d'en servir l'AES. Donc, de l'autre côté, pour nous, ce n'est pas forcément. C'est vrai, les relations bilatérales. Les relations bilatérales qui sont également au cœur, justement, de cette visite d'État du président français Emmanuel Macron du côté du Maroc. Lida Larbaoui, vous avez refusé de parler de pied de nez à l'Algérie au regard justement de cette fameuse affaire Pegasus. Mais au-delà de ce que vous avez évoqué, Lida Larbaoui, cette visite d'État du président français Emmanuel Macron peut-elle avoir, d'une façon ou d'une autre, un impact au niveau sous-régional? Un impact vis-à-vis du Polisario, oui. Pourquoi? Parce qu'entre le 4 et le 7 octobre, il y a eu le tribunal européen qui a statué une fois pour toutes, et c'était la dernière étape, puisqu'il y a 4 ans, il avait déjà statué en faveur du Polisario, et l'Union européenne s'est portée, elle a fait appel à cette décision. Donc, entre le 3 et le 4 octobre de cette année, le tribunal européen a annulé tous les contrats, mais tous les contrats de pêche, d'agriculture, le phosphate, tout ce qui est minier, avec le Maroc concernant le Sahara occidental. Une décision que le Maroc n'a pas reconnue, Linda.
une décision de justice que le Maroc refuse de reconnaître. Nous avons suivi, nous avons suivi la sortie du ministre Biruta. L'Union européenne est obligée de marcher là-dedans, puisque l'Union européenne est condamnée à verser des indemnités colossales avec le Maroc. On parle de 700 millions de dollars qui doivent être versés. Et puis, le tribunal a averti également les pays de l'Union européenne qu'il ne faut plus continuer dans ce sens. Il y a déjà les Espagnols, ils essayent actuellement de négocier avec le Polisario pour l'exploitation de pêche. Et puis au niveau de l'agriculture, puisque le Polisario est reconnu comme le seul porte-parole du peuple sahraoui. Donc la France actuellement a besoin de ce territoire. Elle a besoin de ce territoire, non seulement pour se réintroduire au niveau de l'Afrique, mais aussi pour une histoire économique. Ce territoire est colonisé par le Maroc, certes, depuis 1975. L'histoire du Polisario n'a rien à voir avec l'Algérie. Le Polisario, son dossier, le peuple sahraoui et le territoire du Sahara occidental sont enregistrés à la 4e chambre des Nations Unies, la chambre des décolonisations. Voilà. L'Algérie est un membre observateur, tout comme la Mauritanie. Ils sont pas partie prenante là-dedans. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il faut que les choses aillent dans ce sens. Il y a la MINURSO qui a été envoyée en 91 pour justement l'autodétermination. On va vers un référendum. Si le peuple sahraoui veut rester sous l'autorité marocaine, c'est son choix. S'il veut être indépendant, c'est son choix. S'il veut être en autonomie, c'est son choix également. Mais l'Algérie n'intervient pas dans ce dossier puisque ça a été débattu cette semaine encore. La semaine dernière, c'était au niveau des droits de l'homme à Genève et cette semaine à l'ONU. Et la commission des décolonisations est formelle, c'est un territoire occupé qui n'a rien à voir avec le Maroc. Donc, le peuple sahraoui a le droit de s'exprimer pour choisir son sort. Ce n'est pas aux autres pays ou aux autres États d'intervenir. Là, Macron, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche une possibilité de laisser ce territoire toujours occupé. Puisqu'aujourd'hui, la France, elle est mise un petit peu à nu vis-à-vis de l'opinion internationale. C'est le veto français qui a toujours empêché que les Sahraouis s'expriment et aillent vers un référendum. Tout comme à Gaza, c'est les États-Unis. Vous savez, il y a 17 territoires non autonomes dans le monde, c'est-à-dire, pour ne pas dire colonisés. Les 17 territoires, vous avez 14 qui sont colonisés par les États-Unis, l'Angleterre et la France. Et le Sahara occidental, le 15e pays, il est colonisé par la France, par le traité d'Aix-les-Bains. Quand on lit, encore une fois, je reviens à ce traité qui est déterminant par rapport aux Africains, par rapport au Maroc. Quand je vous dis que le Maroc est toujours sous protectorat, c'est-à-dire que indirectement, c'est la France qui colonise le Sahara occidental. Et ce sont les entreprises françaises qui pillent le Sahara occidental. Il y a une implication, bien évidemment, de l'ancien colon qui est l'Espagne. Quand on va aussi chercher un peu plus loin, vous savez que l'espace aérien, l'espace maritime, ce n'est pas le Maroc qui le gère, c'est toujours sous l'autorité de l'ancien colonisateur, c'est sous l'autorité espagnole. Donc, ce duo bilatéral France-Espagne avec la complicité du Maroc, on continue à piller et aujourd'hui, il y a un bis-bis entre l'Espagne et la France, puisque les Espagnols préfèrent aller discuter directement avec le Polisario, et puis la France préfère continuer à discuter avec le protectorat
qu'elle possède, donc avec le Maroc. Mais l'Algérie n'a rien à voir dans cette histoire. Et puis les relations entre l'Algérie et la France, elles sont complètement autres. L'Algérie, ça a été une guerre une guerre qui a duré près de 8 ans pour sortir les Français. L'Algérie n'a jamais été un protectorat, contrairement à la Tunisie et contrairement aussi au Maroc, ça a été carrément un colon de peuplement, un territoire français. On a voulu éradiquer le peuple algérien, qui s'est battu pour son indépendance. Il y a eu une guerre de libération. Aujourd'hui, les relations entre l'Algérie et la France, c'est toujours le rapport de force, puisqu'il y a des dossiers en cours, comme le dossier du nucléaire dans le Sahel, voilà. Le dossier aussi des archives ottomanes, des archives qui ne concernent même pas la France. Il y a aussi l'histoire des disparus. Qu'est-ce qu'on a fait de ces disparus? On a aussi l'histoire... Alors, c'est juste pour vous relancer, Linda Larba. Oui, on rappelle qu'Emmanuel Macron est effectivement arrivé ce lundi au Maroc, où il a été accueilli en grande pompe par le roi du Maroc pour une visite d'État visant notamment à retisser les liens profondément distendus, entre autres par des brouilles diplomatiques enregistrées notamment ces derniers mois, accompagnées de son épouse Brigitte Macron et une pléthore de délégations de ministres, patrons d'entreprises, intellectuels ou encore personnalités de spectacle. Le président français a été salué à la descente d'avion à l'aéroport de Rabat-Salé par une longue poignée de main de la part notamment du monarque. Alors, une forte délégation qui accompagne Emmanuel Macron. On parle de chefs d'entreprise, de délégations de ministres ou encore d'intellectuels. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là, Linda Larba? La situation économique de la France est-elle aussi préoccupante qu'on l'imagine? La situation au Maroc n'est pas bonne du tout, hein. Il y a des manifestations tous les jours, ça ils essayent de le cacher, mais il y a quand même une guerre secrète entre les États-Unis et la France. Le Maroc, c'est quoi? Le Maroc, c'est un axe maritime, c'est l'entrée de la Méditerranée. En face, vous avez l'Espagne et vous avez Gibraltar. Et puis, le Maroc a exactement les mêmes problèmes que possède l'Égypte. C'est des pays qu'on essaye de maintenir sous l'autorité, bien sûr, états-unienne, parce que ce sont des axes maritimes. Et nous savons très bien, nous l'avons expliqué plusieurs fois, que les États-Unis dominent le monde justement par leur porte-avions, et les États-Unis dominent le monde par les axes maritimes. Donc, les Français ont joué un rôle les Américains ont joué un rôle très important pour affaiblir le Maroc. Le Maroc, depuis Hassan II, il y a toujours eu un problème entre le palais et l'armée. L'armée, elle, marche avec Israël et avec les États-Unis, puisque les services secrets du Makhzen ont été créés tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ça a été créé par la CIA et par le Mossad, alors que le palais, lui, c'est la France qui l'a créé. Vous n'avez qu'à lire ce que Lyautey a écrit. C'est le maréchal Lyautey qui a créé le Maroc. Le Maroc, c'était 2 sultanats. Et le Rif n'en faisait pas partie. Le Rif a été une république carrément indépendante. Abdelkrim el-Khattabi, il a pris les armes contre c'est le premier qui a pris les armes en Afrique et qui a libéré le Rif. Après, il y a eu cette coalition entre l'Espagne, l'Allemagne et la France, où on a massacré les Rifins pour annexer ce territoire au Maroc. Mais c'était toujours un sultanat. C'est en 1956, justement, l'Espagne cède la partie qu'elle occupait du Maroc. Je parle du Maroc, pas du Sahara occidental. Le sud du Maroc était occupé par l'Espagne. Donc, il y a un arrangement entre la France et l'Espagne. L'Espagne, elle sort de ce territoire. Il est annexé au reste du Maroc et on va transformer le sultan en roi. Le premier roi du Maroc, il est ni chérifien ni rien, il y a eu falsification sur l'histoire, il n'a rien à voir avec la famille du prophète. Preuve à l'appui, je peux envoyer les preuves à tous ceux qui veulent. Et pour essayer d'embobiner justement les Africains que c'est un chérifien, nous sommes tous des chérifiens, nous sommes tous des nobles. Et donc ce vassal va signer les accords d'Aix-les-Bains pour laisser le Maroc sous protectorat de la France.
avec bien sûr l'occupation du Sahara occidental en 1975 et la complicité totale de l'Espagne qui ne veut toujours pas céder l'espace aérien et l'espace maritime. C'est les Espagnols qui exploitent ces deux espaces. Donc aujourd'hui, ce que veut Macron, c'est utiliser ce protectorat pour gangréner l'Afrique, comme ils l'ont fait avec l'affaire Safari Club, comme ils l'ont fait avec l'affaire comment il s'appelle, Escobar, là, du Sahara, vendre la canne dans le Sahel, alimenter les terroristes, tout ça. Le Sahara occidental est très important pour l'Afrique et le dossier est très lourd au niveau des Nations Unies. Il y a tout est publié par les Nations Unies, donc pour celui qui veut se documenter et lire, on peut trouver facilement ces informations. Mais ce que je recherche aujourd'hui, Macron, c'est qu'on a besoin de cette agriculture pour l'Europe, pour maintenir des prix raisonnables. On a besoin du poisson des Sahraouis, on a besoin du phosphate des Sahraouis et on a besoin également de piller l'or du Sahara occidental. Voilà. Ah. Merci à vous. Des questions d'économie, de défense ou encore d'immigration, voilà en quelque sorte l'agenda entourant justement la visite du président français et cette visite qualifiée de visite d'État. Emmanuel Macron, à la tête donc d'une forte délégation, est arrivé effectivement ce lundi 28 octobre 2024 du côté de Rabat. Il a été accueilli par le roi Mohamed VI. Pour l'instant...